Alors nous avons le plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Maguelone Desjans-Pons, secrétaire exécutive de la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage. Alors, vous revenez aujourd'hui sur le rôle majeur que joue ce traité, ce premier traité international, notamment dans la prise en compte par les États signataires des dimensions environnementales, sociales, culturelles et économiques de l'évolution des paysages. Je vous remercie. C'est pour moi un très grand plaisir et également un très grand honneur d'être parmi vous. Je ne m'attendais pas à une salle si remplie de personnes engagées et intéressées par ces thématiques. Et je souhaiterais tout d'abord féliciter la région wallonne de cet anniversaire de la ratification de cette Convention européenne du paysage qui s'est élargie récemment à d'autres États. Et je remercie bien vivement M. Benoît Lemaire, M. Xavier Rollin de leur accueil et les organisateurs de cette réunion, M. Philippe Van Arsberek et M. Didier Moret. J'ai choisi de présenter tout d'abord l'image de cette conférence, Paysage et biodiversité. C'est effectivement un titre très intéressant, très important. Et je vais essayer, dans les 20 minutes qui me sont imparties, d'expliquer pourquoi. Mais ces sous-titres, liens à révéler, des actions à mettre en œuvre, sont très importants à mon sens. Alors, voilà, comme ça. Pour avancer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors, vous voyez le logo d'abord de cette Convention européenne du paysage. En fait, il y a un petit trait vert. Ça veut dire que la biodiversité, la nature n'est pas du tout oubliée, elle fait partie intégrante en quelque sorte du paysage. Et les concepteurs de cette convention, et je souhaiterais rendre hommage à 3 personnes qui sont dans la salle, qui sont Jacques Stein, Guylaine de Villers et Mireille de Coninck, qui sont les 3 personnes qui vraiment se sont engagées dès le départ pour cette convention, montrent qu'il y a des relais, des synergies entre les thématiques du territoire, de l'aménagement du territoire, puisque toutes les activités se déroulent sur le même territoire, on peut dire, la thématique de la nature, parce que la nature est partout, l'environnement est partout, il nous entoure, et la thématique également du patrimoine, de l'œuvre créée par l'homme. Et donc, lorsque l'on traite du paysage, il faut toujours avoir une vision de ces 3 aspects en même temps. Alors, voilà. Alors, le Conseil d'Europe, 2 mots pour dire que c'est une organisation distincte de l'Union européenne qui a son siège à Strasbourg, qui compte 47 États membres, dont les thématiques principales sont la démocratie, les droits de l'homme, la prééminence du droit, mais également la recherche de solutions aux problèmes de la société et les questions environnementales, les questions de développement durable font partie intégrante de ces préoccupations. Alors, quelques mots sur la Convention d'abord, pour la présenter, et ensuite dire comment elle est appliquée et comment elle prend en compte, bien entendu, la question de la biodiversité. Alors, d'abord, les origines. Les travaux ont commencé au Conseil d'Europe à travers différents comités. Le Conseil d'Europe s'intéresse à ces questions-là depuis les années 60, je peux dire même. Il y a des travaux qui ont été faits pour la protection de la nature, avec la charte de l'eau qui date de 68, on peut dire. Il y a l'aménagement du territoire, la conférence des ministres de l'aménagement du territoire également, qui a une longue histoire, avec cette charte de Torremolinos qu'on a peut-être oubliée, mais qui traite déjà du paysage, entre guillemets, sans le nommer. Et tous ces travaux, petit à petit, avec les travaux du patrimoine culturel, avec les conventions qui ont été élaborées pour le patrimoine archéologique, pour le patrimoine architectural, pour la valeur du patrimoine pour la société, ont permis petit à petit de cheminer dans une vision plus intelligente du développement, de la gestion du territoire, et de la gestion du territoire à grande échelle, on peut dire. Pas uniquement certaines zones fermées ou conservées, mais l'ensemble du territoire qu'il faut gérer. Alors, vous avez ici un bref aperçu des dates clés avec des travaux donc menés au Conseil d'Europe sur toutes ces thématiques. Petit à petit, il y a eu des initiatives au niveau méditerranéen qui ont été relayées
par le Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe. Le comité des ministres a décidé de créer un groupe de travail ad hoc, c'est-à-dire spécifique pour cette convention, avec des spécialistes de la nature et de la culture qui ont travaillé conjointement. Le texte final a été adopté et puis la convention est entrée en vigueur. Et tout récemment, il y a eu un protocole d'amendement à cette convention pour ouvrir la porte à d'autres États qui souhaiteraient se joindre à cette convention, parce que c'est déjà le cas pour d'autres textes, comme la Convention de Berne, qui est une convention jumelle, je peux dire, de la Convention du paysage. Et il y a des États comme le Burkina Faso, le Sénégal, il y a, j'oublie, enfin j'ai travaillé 5 ans pour cette convention, avant la Convention européenne du paysage, et Jacques Stein était le représentant à cette époque de cette convention. Et ensuite, il y a eu au Conseil d'Europe une parenthèse pour dire qu'il y a eu la stratégie pan-européenne de la diversité biologique et paysagère, et le groupe de travail sur le réseau écologique a été créé en 1995. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler pour cette activité. Des réunions se sont tenues, on discutait tout à l'heure, au Muséum d'histoire naturelle à Paris en 1999, à Rochefort ensuite, et Jacques Stein était le premier président de ce comité du réseau écologique pan-européen. Et on a pensé comment traiter de cette question des réseaux écologique. On ne pourra jamais mettre des panneaux de signalisation pour dire les oiseaux passaient par là, les mammifères passaient par là, etc. Donc il faut appréhender l'ensemble du territoire et intégrer ces thématiques dans l'aménagement du territoire. C'est pour cela que cette vision large du territoire était très nécessaire et importante. Surtout pour des pays qui n'ont pas des superficies immenses. Au Conseil d'Europe, c'est vrai que c'est impressionnant de voir que nous avons des États comme la Fédération de Russie qui sont presque des continents, et des États qui sont tout petits comme Andorre, Monaco, Liechtenstein. Donc comment prendre en compte ces thématiques à l'échelle de tous ces territoires? Alors, à l'heure actuelle, il y a 40 États qui ont ratifié ce texte. D'autres, nous l'espérons, vont se joindre, et peut-être que d'autres non-européens se joindront également ensuite. Alors, pourquoi une convention sur le paysage? Effectivement, c'est un mot complexe, c'est un mot qui est peut-être difficile, mais qui fait l'assentiment et qui plaît, et qui fait rêver, je peux dire, et qui donne envie de travailler pour cette thématique. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsqu'on traite du paysage, tout le monde a envie de faire quelque chose. Et psychologiquement, je peux dire, c'est très porteur parce que chacun se sent impliqué par cette thématique. Et effectivement, dans le passé, on ne parlait pas de paysage, on n'avait pas besoin de convention sur le sujet, parce que le mode de vie des populations faisait que spontanément, le paysage était satisfaisant, était inspirant pour les populations. Lorsqu'on voit où sont situés, par exemple, les temples grecs ou autres, ce sont toujours dans des endroits qui sont superbes. L'être humain a toujours eu ce sentiment d'émotion, on peut dire, devant le spectacle de la nature avec la culture, on peut dire. Mais ces dernières décennies, les évolutions ont été telles qu'il fallait réagir et agir. Et donc c'est devant cette transformation brutale des paysages qu'il a fallu trouver une réponse. Et donc cette convention exprime ce souci d'un développement durable, c'est un mot qui est dans la convention, fondé sur un équilibre harmonieux entre les différents besoins socio-culturels, on peut dire, l'économie et l'environnement. Et il est très intéressant de voir que le mot d'harmonie figure dans une convention internationale, parce que c'est un très, très beau mot, on peut dire, qui fait précisément le lien entre toutes ces thématiques. Et il y a également l'idée de qualité et l'idée de diversité. Ce sont les mots-clés de la convention. Alors, je ne vais pas relire ce préambule, mais vous voyez avec des couleurs différentes que toutes ces composantes du développement durable sont inscrites. L'écologie, l'environnement, parce que c'est à la base de tout, on peut dire, c'est le socle de la vie, c'est la vie. Il y a également l'aspect social et culturel, parce que l'être humain vit sur ces territoires. Et il y a également l'aspect économique, l'aspect créateur d'emplois, parce qu'on ne peut pas vivre sans économie. Et donc,
tout ce préambule dit cela, mais il dit également que l'être humain a des droits et des responsabilités. Et en tant que juriste, c'est cette petite bout de phrase qui m'a toujours interpellée, c'est-à-dire il y a des droits, il y a la Convention des droits de l'homme, mais également il y a des responsabilités, c'est-à-dire que l'être humain est quand même responsable de la manière dont se gère ce territoire. Et c'est pour cela que nous sommes actuellement, nous espérons en fin d'année, ce texte sera adopté. Il y a un texte en préparation pour le comité des ministres sur la notion de responsabilité, et Régis Ambroise, qui est dans la salle, vous en parlera peut-être. Il a été expert pour nous aider, on peut dire, à préparer ces textes. Alors, voilà une petite fleur du paysage, comme on l'appelle, où on voit ce petit mot de paysage qui est à la croisée des chemins, en fait, à la croisée des chemins de la nature, bien entendu, qui est toujours présente, de la culture, qui est le propre de l'homme, des sociétés, de l'économie, de la démocratie, des droits humains. Dernièrement, une personne africaine m'a dit « Vous n'avez pas mis l'éthique ?» C'est vrai, peut-être l'éthique aurait sa place également. Voilà un petit peu ce terme un peu modeste de paysage, mais qui peut être interprété à la lumière des différentes thématiques. Alors, effectivement, ce concept de paysage je ne vais pas tout lire et tout développer, mais c'est intéressant de voir qu'il traite du bien-être, au sens physique, mais aussi au sens physiologique, psychologique et intellectuel, et également du bien-être individuel, mais également social. Ce sont les sociétés qui habitent sur des territoires. Et donc les sociétés se reconnaissent dans un territoire, sont heureux ou sont malheureux sur des territoires. Et ça, c'est une composante importante, parce que lorsqu'on arrive quelque part, on sent tout de suite l'atmosphère des lieux, l'ambiance, et on voit tout de suite si les gens sont bien sur le territoire où ils vivent. Alors voilà, je ne vais pas lire tout ça. Donc, comme cela a été dit en introduction, tout le territoire est concerné. Alors évidemment, il faut des parcs naturels, il faut des réserves naturelles, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas mettre tous les territoires sous cloche. Lorsque je faisais ma thèse sur les zones côtières en Méditerranée, je me disais, mais avant le développement, tout était joli, je peux dire, tout était bien. Il y avait de la nature partout. Pourquoi certains espaces uniquement sont préservés et pas les autres? Comment l'être humain peut petit à petit essayer de vivre dans des territoires plus harmonieux en quelque sorte? Et on voit de plus en plus que cela est possible. Hier à la télévision, j'entendais que des villages français sont les défenseurs de la protection des oiseaux. Dans les villages de Haute-Savoie, tout le village s'associe à la préservation de la faune. Donc la faune, c'est et la flore également, les végétaux, c'est sur tout le territoire, les haies, les vergers, donc les jardins particuliers. Et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire de compréhension. Par exemple, certains considèrent que le fait qu'il y ait des feuilles qui tombent dans un jardin, c'est sale. Donc il y a une explication qu'il faut faire de ces choses-là. Donc voilà, la Convention s'applique à tout le territoire, et tout le territoire mérite une attention, et peut-être, on peut dire, surtout les territoires dégradés qui peuvent avoir une deuxième vie, une deuxième chance. Alors, les termes de la Convention sont les suivants: paysage, politique du paysage, objectifs de qualité paysagère, protection, gestion et aménagement. Et je ne vais pas revenir, vous les connaissez probablement, mais ces définitions sont fondamentales dans le texte. Et puisqu'il s'agit d'une convention, et c'est vrai que c'est très étrange qu'une convention ait été adoptée pour le paysage, parce que le paysage, c'est la souveraineté nationale, ça ne bouge pas, ça ne circule pas, alors que les conventions habituellement sont faites pour des choses qui sont échangeables en quelque sorte, ou qui bougent, comme les pollutions transfrontalières, les cours d'eau transfrontaliers, la biodiversité, les espèces migratrices, les objets d'art qui sont vendus par-delà les frontières. Là, on est dans une convention de type nouveau, on peut dire. Mais malgré tout, les pays se sont engagés à coopérer
pour ces questions-là, à mettre en œuvre des mesures nationales que vous voyez ici, de reconnaître le paysage, de le définir, de mettre en œuvre des procédures de participation du public et de l'intégrer dans l'ensemble des politiques. Et puis de l'accompagner, bien sûr, avec la sensibilisation, la formation, l'éducation, l'identification, la qualification, les atlas de paysage que vous connaissez parfaitement de la Wallonie qui sont de très grande qualité, la formulation des objectifs de qualité paysagère et la mise en œuvre, parce qu'il ne suffit pas que cela reste dans des placards, il faut que ça soit visible sur le territoire. Alors, cette coopération internationale, elle se développe dans un programme de travail qui est adopté par des conférences de la Convention avec des représentants des ministères de tous les États partis. Vous avez sur le site toutes les listes des rapports, des documents qui sont faits. Et puis, il y a des recommandations du comité des ministres qui viennent compléter le texte. Et je peux vous dire que l'ensemble de ces recommandations intègre, bien entendu, la question de la biodiversité et de la nature, puisque ça fait partie de l'essence même de la Convention. La Convention, dans son préambule, cite la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels de l'Europe et cite la Convention mondiale de la biodiversité qui a été adoptée à Rio en 1992. Donc ce n'est pas en opposition du tout, c'est un cheminement complémentaire qui vise à renforcer ces thématiques. Alors j'accélère parce que je sais que le temps est compté. Alors voilà, vous aurez accès à tous ces éléments sur le site. Je voulais dire qu'il y a un système d'information sur le site internet où les États sont invités à faire part de leur politique nationale au niveau national et au niveau régional. Donc ce sont des rapports nationaux et régionaux sur la mise en œuvre de la Convention. C'est très important pour savoir quelles sont les politiques existantes. Vous avez des stratégies nationales, des politiques publiques, des lois, des instruments financiers, des systèmes de coordination. Et le Conseil d'Europe a accompagné toutes ces années ces travaux par des ateliers thématiques, comme des colloques, on peut dire, avec des thèmes divers, par exemple les espaces périurbains, mais la biodiversité, ça fait partie aussi de la ville, ça fait partie des espaces périurbains. Je ne peux pas lire tous ces titres, enfin je lirai juste les titres. La société, les objectifs de qualité, le monde rural, le patrimoine, les aspects intégrés, les fameuses driving forces avec les changements climatiques, les modes de consommation qui impactent le paysage, qui impactent la biodiversité, les infrastructures qui impactent la biodiversité, paysage multifonctionnel, une nouvelle manière de gérer le territoire, les atlas, l'économie et le paysage durable et économie, la valeur inestimable, ça c'est important, du paysage naturel et humaine, les coopérations transfrontalières, les politiques publiques, etc., l'aspect local, et plus récemment les questions de l'eau. Quand on parle de biodiversité, on a souvent tendance à oublier les pollutions. Alors que les pollutions, la qualité de l'eau pour les poissons, pour les espèces marines, avec les tortues par exemple qui mangent du plastique ou autre, et la qualité de l'air également, ça impacte non seulement l'être humain, mais ça impacte la biodiversité. Et puis l'intégration du paysage dans les politiques sectorielles, et pour demain, ça sera la journée internationale du paysage, et la thématique, ça sera des politiques du paysage, point d'exclamation. Ça veut dire que l'on fasse des politiques du paysage. Il faut les développer. Alors, juste quelques mots pour dire qu'il y a un prix, comme cela a été dit en introduction, et les 4 critères, c'est le développement territorial durable, l'exemplarité, la participation du public, la sensibilisation. Alors, vous avez sur le site des petits points jaunes qui montrent le lieu de ces projets qui ont été développés tout au long de ces dernières années, des publications. Tous ces projets sont dans une alliance du prix du paysage. Et pour accélérer un petit peu, je crois, des publications que vous avez également sur le site, où la biodiversité est toujours présente, bien entendu. Alors là, juste une minute pour dire, vous voyez, je disais les États qui sont grands, qui sont petits, c'est l'image de cette photo symbolique
il y a des pays qui sont grands, des pays petits, des pays moyens, mais le fil conducteur, c'est cette idée, on peut dire, de paysage. Et cette photo a été prise par le président Jean-François Séguin à l'époque de la Convention du paysage. Alors ensuite, d'autres thématiques, les allées d'arbres dans le paysage, c'est un thème très beau aussi. Paysage et éthique, paysage et éolienne, paysage et loisirs, paysage et publicité, et un dernier volume va paraître prochainement. Et puis cette revue qui s'appelait Naturopa, qui a été rebaptisée Futuropa pour élargir sa thématique, qui a consacré des numéros sur le paysage et la littérature, où on voit toujours le sentiment d'émotion de l'être humain à l'égard de son cadre de vie, qui comprend bien entendu aussi bien la nature que la culture, l'habitat rural vernaculaire, la coopération transfrontalière, l'espace public, où très souvent il y a un manque dramatique d'arbres, je peux dire, manque dramatique de verre, et de plus en plus la communauté internationale s'intéresse à ce sujet, et on voit à Paris et dans d'autres villes, des grandes villes, la réintroduction de la nature en ville. Et puis le site internet, et pour terminer, dire que petit à petit il y a des évolutions. Cette thématique de paysage s'est invitée dans l'agenda politique des gouvernements. Ce concept est de plus en plus reconnu parce qu'il répond à un sentiment naturel de l'être humain, on peut dire. Quand on dit dans la rue qu'est-ce que vous pensez du paysage, c'est un sentiment naturel de qualitatif, on peut dire, de choix pour quelque chose de bien, on peut dire. Des lois et règlements ont été adoptés, des coopérations, etc. Et puis, en conclusion, donc c'est un concept qui représente une mosaïque de ces 4 dimensions du développement durable, la nature, la culture, la dimension sociale et économique. Ce n'est pas quelque chose de figé, on ne veut pas, comme on dit en espagnol, congeler des territoires, on veut accompagner les transformations d'une manière intelligente et positive, intelligente. Et je crois qu'avec les développements des nouvelles technologies, ça sera plus facile peut-être. Il y aura des moyens, j'entendais en France, de scanner le territoire et autres. On aura une connaissance plus fine de ces questions-là. Et donc la journée demain du paysage et le nom du site internet. Je vous remercie. Un grand merci, Maguelone Desjampons. On sait à quel point l'exercice est difficile de devoir survoler des matières aussi essentielles.